Chers amis, bien le bonjour. Vous ne m'épargnez rien. J'ai reçu des commentaires qui me disaient « Oui, Victor, fais-nous des vidéos plus détaillées sur les ETF. On veut tout savoir sur comment tu sélectionnes tes ETF. Présente-nous tes ETF. » Ok, on va faire une nouvelle vidéo sur les ETF, mais avant, pour que vous compreniez bien ce que ça me coûte de faire ce genre de vidéo, je voudrais partager avec vous mon échelle du fun. Donc, vers le haut de l'échelle du fun, vous allez avoir des trucs comme le parc Astérix, le protoxyde d'azote, le piment, enfin voilà, des trucs qui sont assez cool, quoi, des trucs qui font plaisir. Vous allez avoir aussi les options, les dividendes, enfin des trucs, voilà, qui procurent du plaisir. Et puis de l'autre côté du spectre, vous allez avoir des choses comme les promenades sous la pluie, la ville de Luxembourg, Jean-Luc Mélenchon, les impôts. Et en dessous de ça, on va tomber sur des trucs comme les ETF distribuants. Ensuite, on va avoir les ETF capitalisants. Et tout en bas de l'échelle du fun, on a les mecs qui font des vidéos sur comment se faire des portefeuilles avec des ETF capitalisants. Voilà. Et donc là, vous êtes en train de me mettre dans le mal, quoi. Parce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les ETF. Donc je vais essayer de le faire. Et je vais vous présenter la manière dont je sélectionne mes ETF. Et je vais vous présenter les critères qui selon moi sont importants quand on sélectionne des ETF, et puis je terminerai par vous présenter comment je me suis composé mon portefeuille d'ETF, pourquoi j'ai fait ces choix et comment je compte le gérer à partir de maintenant. Alors quand je cherche des ETF, je vais ici. Pour moi c'est un très bon point de départ parce que en fait ce qui est chouette chez DeGiro, c'est que vous avez, quand vous allez ici dans type de commission, vous faites la sélection principale d'ETF et là vous avez tous les ETF chez DeGiro que vous pouvez acheter avec 1 euro de frais. Et donc quand vous faites enfin voilà, vous voyez l'idée, hein, quand vous faites des cartouches de 200, 300, 400 balles, 1 euro de frais c'est que dalle. Et prenez aussi en considération le fait que si vous commencez à investir avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vos frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100 euros. Alors donc on a ici tout un tas d'ETF. Donc ce qui est pas mal chez DeGiro, c'est qu'ils vous donnent les frais directs. Donc ça c'est assez intéressant. Vous pouvez voir déjà, faire un premier screen en voyant que par exemple là, l'Ixor Core Europe Stock 500, etc. Là, vous êtes sur des frais qui sont parmi les plus raisonnables. Et puis là, quand vous voyez des trucs du type 0,75, là, vous savez que vous êtes sur des ETF qui, enfin voilà, a priori, vous pouvez les exclure de base. Je reviendrai là-dessus, hein, mais je considère que la fonction des ETF, c'est qu'ils soient les plus larges possibles et avec le moins de frais possible. Donc, quoi qu'il en soit, une fois qu'on a choisi un ETF qui nous intéresse, par exemple, il y a un ETF qui est pas délirant et que j'ai eu pendant un moment en portefeuille, par exemple le VanEck Sustainable World Equal Weight. Alors ça c'est un ETF qui est pas mal parce que c'est donc un ETF équipondéré qui vous présente à l'échelle mondiale les actions qui ont le meilleur score ESG. Et pourquoi cet ETF est pas mal? Parce que pour un ETF qui est spécifique, vous êtes sur du 0,20%. Et donc là en termes de frais c'est très bas. Je rappelle les frais, hein, parce que quitte à faire dans le basique, qu'est-ce que ça veut dire les frais? C'est un spread que l'émetteur de l'ETF empoche entre le cours de votre ETF et le cours de l'indice. Et donc plus vous avez un spread comme ça qui est élevé, bah, plus votre ETF risque de sous-performer l'indice sur le long terme. Enfin, voilà, 0,20 c'est raisonnable. Il faut fuir tout ce qui est entre 0,5 et 1%. Là vous avez des frais qui commencent à être assez importants. Donc là on est sur le site qui s'appelle Just ETF et là vous avez quand même une bonne synthèse des critères qui sont intéressants pour évaluer si c'est un bon ETF. Donc moi les choses que je regarde, on reviendra plus dans le détail, c'est le dividende. J'ai envie d'avoir un dividende croissant et j'ai envie d'avoir, tant qu'à faire, un bon rendement de départ. Et là cet ETF il coche les cases. Et donc une manière dont vous pouvez voir si on est sur quelque chose qui est intéressant, donc vous voyez que vous avez un rendement qui est supérieur à celui du SP500 parce que le SP500 a un rendement qui est plutôt aux alentours de 1,5. Et si vous voulez avoir un petit peu une idée de la croissance du dividende, vous rentrez, disons, le dividende qu'il versait en 2020, le dividende qu'il versait l'année dernière, et bah voilà, ça vous donne un peu une idée de la vitesse à laquelle le dividende augmente. Là, vous avez 44%, donc en 4 ans, vous avez un dividende qui s'est apprécié de 44%, donc on est sur quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes d'augmentation du dividende. Ce que vous pouvez regarder également, c'est de quoi c'est composé, et ça c'est assez intéressant pour avoir un petit peu une idée
idée de à quel point vous avez des doublons entre vos ETF. Vous avez des ETF sur lesquels vous allez avoir beaucoup de doublons. Par exemple, quand vous prenez le Nasdaq et le SP500, bah, vous allez vous rendre compte que les top positions, c'est un petit peu les mêmes. Ou si vous prenez, je sais pas moi, le SP500 et un ETF monde, vous allez avoir aussi pas mal de doublons. Là, on est sur un ETF qui, a priori, quand vous voyez les noms ici, vous êtes sur quelque chose qui est assez original, notamment parce qu'il est équipondéré. Ça veut dire qu'ils ont mis à peu près la même pondération des différentes actions, justement pour éviter d'avoir le même type d'ETF où vous avez Nvidia, Microsoft qui sont toujours qui occupent les plus grosses parties de l'ETF. Donc vous avez un ETF qui est assez intéressant, mais une fois que vous avez regardé, voilà, est-ce que ça correspond à ma stratégie d'investissement? Donc moi, ma stratégie d'investissement, c'est dividende croissant, et donc là, ça coche les cases. Ensuite, on a envie de se faire quand même une idée d'à quel point cet ETF est performant. Et là, ça va pas vous dire grand-chose, parce que quand vous voyez, bah ok, le 2014, il a rapporté 171% depuis 2014 en incluant les dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'est là pour moi qu'il faut faire une étape supplémentaire, c'est bien de comparer votre ETF par rapport à un benchmark. Et moi, le benchmark que j'aime bien utiliser, c'est mon ETF phare, à savoir l'ETF iShares du SP500. Quand vous cliquez sur votre ETF, vous pouvez cliquer sur graphique interactif, et là ça vous ouvre une autre dimension du courtier où vous pouvez utiliser des benchmarks. Et donc je vais prendre comme benchmark, je vais mettre mon ETF du SP500, son petit nom c'est IUSA. Pour que ce soit comparable, je mets l'ETF du SP500 distribuant. Et ce qu'on voit, si on se met à une échelle de 5 ans, vous voyez que ça part du même endroit. Et pourtant, bah, quand on arrive 5 ans plus tard, vous avez un écart qui est quand même assez significatif entre les deux. Je peux tout simplement investir dans le SP500 et avoir de meilleures performances. Et donc les raisons pour lesquelles je pourrais quand même choisir cet ETF-là, ce serait de me dire ça m'offre une véritable diversification. Ça pourrait être, je trouve que le rendement est intéressant et j'ai envie que le rendement compte pour moi, ou alors ça peut être le thème de l'ETF compte pour moi. Mais là, on est vraiment si vous voulez, dans le haut du panier des ETF spécifiques, des ETF thématiques, et je vais vous montrer maintenant de véritables catastrophes, parce que vraiment pour insister sur le fait que plus vous allez choisir des ETF qui sont spécifiques, plus vous allez vous manger de frais, et plus vous allez risquer de vous manger une grosse sous-performance. Donc si on prend des ETF qui sont du style trop cool, c'est le futur, t'inquiète, par exemple Vanek Crypto and Blockchain Innovators, avec ça peut être que bien. Avec un nom comme ça peut être que bien. Donc vous voyez ici, on est à 0,65. Et là, ça commence à être important. Il faut vous dire que tous les ans, vous perdez 0,65 par rapport à l'indice que l'ETF essaie de répliquer. Donc on est sur quelque chose qui est assez embêtant. Quand on voit la performance de ce truc, bah voilà, on est sur un ETF qui, à peu près depuis sa sortie, n'a fait que s'effondrer à part un petit moment de hype. Et en général, si vous voulez, c'est là qu'on se rend compte de la dimension marketing des ETF. C'est que les ETF thématiques sont toujours lancés au plus mauvais moment. Ils sont lancés vraiment en fond de hype. Donc ça, pour moi, c'est à fuir. Donc toujours regarder si votre ETF sur le long terme, c'est quelque chose qui se tient. Et là, vous voyez, là, vous avez une courbe qui se tient à peu près. Vous n'allez pas perdre d'argent avec ça. Vous aurez peut-être un coup d'opportunité parce que vous êtes largué par rapport au SP500. Mais là, vous êtes pour le coup sur quelque chose de complètement délirant. Je vous en donne un autre dans lequel j'ai investi et dont je suis sorti. C'est un ETF qui s'appelle Global Clean Energy. Pareil, là c'est pareil, vous vous dites oui, c'est le futur. Global Clean Energy, ça peut être que bien. Et c'est la cata. Cet ETF, je suis sorti de cet ETF dans cette zone-là. Je pense que j'avais un coût moyen à 10 et que je l'ai vendu à 12. Et là, on est vraiment sur ça, c'est typique. Vous avez l'ETF qui est sorti pendant la hype. Ouais, l'énergie verte, c'est le futur, hydrogène, pile, je sais pas quoi, de batterie, etc. Et crac. Et en fait, vous perdez de l'argent avec ça. Et vous perdez de l'argent avec ça, non seulement parce que il va sous-performer les indices, mais en plus parce que vous avez des frais qui sont très importants. Et c'est presque une règle générale, c'est que plus les frais sont bas, plus le produit est bon. Ce qui est étonnant, parce qu'on pourrait se dire, oui, plus de frais, c'est plus cool, etc. La règle d'or, c'est plus les frais sont bas, plus le TEF est bon,
Pourquoi? Parce que en fait, il faut se dire que des frais plus petits, ça veut dire justement moins de travail de gestion, donc ça veut dire que c'est un ETF qui est plus large, moins de prise de tête et qui épouse une plus grande partie du marché. Voilà, plus vous êtes sur des choses spécifiques, plus vous avez de travail, plus vous avez de chances de vous planter, plus vous avez de stock picking. Et je pense qu'une bonne règle de base, c'est de se dire, pour tout ce qui est spécifique, je fais du stock picking, c'est-à-dire que je me renseigne. Il faut pas déléguer il faut pas déléguer un secteur à un ETF parce que c'est le meilleur moyen de vous planter. Je vous donne d'autres petits films d'horreur, puis après je vais vous présenter les ETF que j'ai en portefeuille et que j'aime bien. Et donc cet ETF, c'était quand même pas mal la catastrophe. Donc regardez, si vous vous mettez sur le long terme, vous avez un ETF qui a une courbe de croissance qui est assez faiblarde. Comme d'habitude, vous avez des frais qui sont plutôt élevés. Vous êtes sur un ETF immobilier, donc a priori on pourrait se dire qu'on a un rendement qui est intéressant. Et là vous avez du 3,18, donc est-ce que ça vaut la peine d'aller sur un ETF pour avoir du 3,18, alors que si vous décidez, bah voilà, moi je vais plutôt prendre Realty Income, bah vous avez quelque chose qui se tient et vous avez plutôt quelque chose comme du 4, 5, 6% en ce moment. Et puis si vous comparez encore une fois avec le SP500, là ça fait mal, hein. Le décrochage fait quand même hyper mal, et plus vous allez remonter dans le temps, plus vous allez voir un fossé gigantesque. Et là, quand vous êtes sur des écarts comme ça, vous savez que le rendement du dividende, ça justifie pas du tout un tel écart de performance. Enfin, vous perdez complètement de l'argent par rapport au SP500. Je vous montre deux autres ETF que j'ai eu en portefeuille et dont je suis sorti. J'ai eu pendant un moment cet ETF là, donc là c'était vraiment parce que je voulais du rendement, et donc c'est vrai qu'en termes de rendement on est sur un ETF qui faisait son travail. Je m'étais aussi fait un peu hyper par ce truc en me disant oui mais là c'est quand même de la vraie diversification, etc. Et donc on a toujours la même combinaison, des frais qui sont plutôt élevés, quelque chose de spécifique, et on peut se faire attirer par le rendement en se disant ouais quand même 5,80 de rendement c'est pas trop mal, mais quand on voit la performance de l'ETF sur le long terme, on a quelque chose qui est quand même hyper faiblard. Et encore une fois, ça ne vous dira rien si vous le regardez comme ça. La bonne pratique, c'est de comparer par rapport au benchmark et mon benchmark, moi c'est l'ETF du SP500. Vous avez un fossé gigantesque qui se creuse, donc ça ne vaut pas la peine. Donc faites cet effort pour moi, c'est à la fois regarder si l'ETF est en accord avec vos objectifs d'investissement. Frais élevés, vous pouvez exclure d'emblée, et si vous commencez à vous dire oui, peut-être que c'est pas mal, etc., comparez quand même avec l'ETF du SP500, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises sur le long terme. Alors, ceci étant dit, comment j'ai organisé mon portefeuille d'ETF? Moi, vous le savez, j'ai un double objectif avec mon portefeuille. J'ai un objectif d'appréciation du capital et j'ai aussi un objectif de rendement, et c'est pour ça que j'ai ces deux types d'ETF dans mon portefeuille. Donc, vous avez le iShares Core SP500, donc l'ETF avec le moins de frais possible. Vous voyez des frais bas et une performance élevée, c'est presque une règle d'or dans la sélection des ETF. Et moi, vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un dividende croissant. On a eu 30% d'appréciation du dividende en 4 ans, donc on est plutôt dans la fourchette basse de ce qui m'intéresse. Mais si on prend un des ETF phares qui verse des dividendes dans mon portefeuille, vous avez cet ETF là. C'est un ETF qui se fait larguer par le SP500 en termes de rendement total, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il me permet d'avoir un solide revenu en dividende. Quand vous regardez le rendement, on est aux alentours de 6%, et si on regarde la croissance du dividende, on a près de 60% de croissance entre 2020 et fin 2023. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça veut dire que quand vous achetez votre ETF, vous avez de l'appréciation du capital, mais c'est pas génial par rapport au SP500, mais vous avez votre revenu qui augmente très fortement, et c'est pour ça que j'ai cet ETF en portefeuille. Sinon, j'ai l'ETF du monde entier, j'ai un autre ETF du monde entier qui verse de hauts dividendes, et finalement, ça c'est le plus récent que j'ai ajouté, cet ETF des dividendes aristocrates américains. Donc pareil, là on a un bon dividende et un dividende croissant, et on a aussi un ETF qui n'est pas largué par rapport au SP500, et donc je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de gagner sur les deux tableaux. Donc vous voyez que sur le long terme, là on a pris une échelle de temps de 10 ans, on a un ETF qui tient la route face au SP500, mais avec un rendement qui est à peu près 2 fois supérieur à celui du SP500, donc c'est pour ça qu'il a sa place dans mon
portefeuille. Mais bon, pour moi, la règle de base, c'est quand même de pas trop vous amuser avec les ETF, et c'est pour ça que je trouve que ce sujet est finalement assez peu fun. Enfin voilà, prenez l'ETF du SP500 et avec ça, vous êtes sûr de pas trop faire d'erreurs. C'est pas sur les ETF. En fait, c'est une erreur de penser que vous allez chercher un surplus de performance avec les ETF. Votre surplus de performance, vous allez le chercher avec du bon stock picking et vous allez pourquoi pas le chercher avec de la vente d'options. Mais les ETF, pour moi, c'est pas le lieu. Et enfin voilà, je pourrais avoir seulement l'ETF du SP500, mais comme moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir ce flux continu de revenus qui grandit, bah, je vais avoir également des ETF à dividendes croissants, mais bon, ça c'est vraiment parce que c'est en accord avec ma stratégie. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des ETF au meilleur coût, acheter des actions partout dans le monde et pourquoi pas vendre des options pour augmenter votre performance, vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers le courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières position de façon tout à fait indolore. Vous le savez, si vous voulez plus de contenu et du contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. J'ai lancé une foire aux questions et je répondrai à toutes les questions qui ont été posées en fin de semaine en vidéo. Profitez-en, vous savez que ce n'est qu'un des types de contenu que vous avez sur la page Patreon. Vous avez également une autre aventure d'investissement que je documente. Je documente la croissance d'un autre portefeuille, le portefeuille Alpha. Je documente mon aventure entrepreneuriale, à savoir comment je gère l'entreprise qui est associée à cette chaîne YouTube, et vous avez également une section documents où vous pouvez télécharger des mini-guides, notamment pour savoir comment investir avec les options. Vous pouvez télécharger également les chapitres de mon ouvrage sur les horreurs de Wall Street, tout ça pour seulement 3 € par mois. Et puis de temps en temps, quand il y a des petites annonces, des petites alertes, je les publie sur la page Patreon. Ça peut être des augmentations de dividendes, mais là j'avais publié une petite alerte parce que il y a une propriété sur Realty qui a explosé à la hausse en termes de rendement. Vous voyez, c'est cette villa qui est une villa au Panama, c'est de la location saisonnière, et pendant la haute saison, le loyer a explosé à la hausse, donc ça faisait plaisir à voir. Vous voyez que le rendement de mon portefeuille est maintenant à près de 9,5%. On a battu allègrement les 100 $ mensuels. Donc voilà, c'est très bien orienté, et comme cette propriété était disponible au prix sur le marché secondaire, bah, je trouvais que c'était intéressant d'en avertir la communauté. En général, les propriétés qui ont un rendement supérieur à 10%, elles sont vendues avec un méga premium sur le marché secondaire, et donc là, vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas encore réalisé qu'il y avait une augmentation, ça permettait à ceux qui le voulaient de choper cette propriété à un prix très réduit. Quoi qu'il en soit, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.